tindi bulo wamse to amadiba wamse wana madiba 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 wane yamba milonga beposito. Joël, bonjour. Bonjour. Tu nous reçois dans ce cadre idyllique, j'ai envie de dire aujourd'hui, malgré un agenda très chargé. Nous te remercions de cet honneur. Merci pour cet honneur que tu nous fais. Joël, je t'ai découvert il y a quelque temps et je ne savais pas que tu étais camerounaise. Pourtant, ça se voit. Voilà, je viens d'une famille Pongo 100%, je tiens à le préciser. De père Bomono et de mère Dibombari. Voilà, donc. Dans la région du littoral au Cameroun. Le Mungo, voilà. Et donc nous étions à Buenafriso, à Douala, c'est mon quartier. Le quartier où j'ai grandi. Voilà, et parents très stricts, n'est-ce pas? Mon père avait la main leste, comme beaucoup de parents à l'époque certainement. Donc oui, famille tranquille. C'est l'époque où il n'y a pas encore la télé au Cameroun, donc je suis bien fort aise de parler à la télé aujourd'hui. Il n'y avait pas de télé à l'époque où moi j'ai grandi. Et donc on écoutait la radio. La radio n'émettait pas toute la journée non plus. Il y avait des plages horaires, n'est-ce pas? Et donc nous on s'occupait, hein, les enfants savaient s'occuper. Avec 3 fois rien, avec mes frères, on inventait des jeux et puis surtout on lisait beaucoup. On lisait beaucoup, voilà. Donc comme moi j'étais seule avec des garçons, souvent c'était des jeux, c'est eux qui m'embarquaient dans des jeux. On va jouer au foot par exemple. Mais j'étais toujours gardien et ça, franchement ça ne me plaisait pas du tout. Mais voilà, c'était une jolie vie assez tranquille, paisible. On faisait beaucoup de sport en famille. Mon père aimait bien les randonnées, on allait des fois au Mont Cameroun, des choses comme ça. Et où on marchait à la digue, on faisait du vélo, on faisait du roller. Voilà, un peu famille, un peu sportif. Mais sportifs du dimanche, hein, pas des sportifs de haut niveau. tu parles de ton père et déjà sa profession est quelque chose qui te marque à ce moment-là. Oui, mon père avait une imprimerie à Douala. Imprimerie Africontact. Ah quoi, exactement. Et je me souviens des énormes machines, les rotatives, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, c'était quasiment une maison, une machine à imprimer. Aujourd'hui, c'est tout petit, ça ressemble presque à une photocopieuse. Voilà, on peut imprimer. Mais à l'époque, je me souviens surtout des odeurs, parce qu'il y avait les encres, et les solvants et tout ça qui fait vraiment une odeur très forte dans l'imprimerie et le bruit aussi. Mais avant d'arriver en France, Joël, tu as eu une adolescence aussi en Côte d'Ivoire. Oui, bon, maman travaillait à la Camer. Il faut dire qu'elle a passé quasiment toute sa carrière. Elle est entrée à la Camer en 71. Elle a passé 30 ans à la Camer. Voilà. Et donc elle a été affectée à Abidjan. Et là, tu es confronté à une autre culture, autre que la culture camerounaise. Oui, c'était drôle parce que je ne connaissais pas d'Ivoiriens, je n'avais jamais rencontré au Cameroun. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a beaucoup de nationalités. Bon, j'avais déjà vu des Gabonais, des Tchadiens, des Centrafricains, mais pas des Ivoiriens. Donc oui, c'était intéressant, mais ce qui nous avait... Bon, moi, je suis désolée pour mes amis ivoiriens, hein, que j'adore, mais on n'a pas du tout accroché avec la nourriture au départ. Parce que je dis toujours que la meilleure nourriture au monde, c'est au Cameroun. Voilà, moi j'ai beaucoup voyagé dans le monde, hein. J'ai beaucoup voyagé. Moi, je classe en gastronomie, hein, le Cameroun en premier. En deuxième, je mets le Mozambique. Et en troisième, la Guadeloupe. C'est tout. Les autres, là, désolé, vous vous débrouillez-vous. Donc, la Côte d'Ivoire, c'était un peu dur. On s'en était confronté à des trucs. Alors bon, comme moi, j'étais à la Camer, hein, on n'avait pas de problème de faire venir la nourriture et tout ça du Cameroun. Et on a appris à tous nos voisins à manger les miondo et tout ça. Et ils n'aimaient pas, ils disaient, c'est quoi vos petits bâtonnets là? Mais finalement, ils mangeaient. Donc c'était bien. Et puis on était très bien accueillis. On a eu une famille ivoirienne qui est notre famille jusqu'à aujourd'hui.
Ils nous ont amenés dans leur village et tout. Donc c'est vraiment des liens. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent là-bas chez eux que nous sommes cousins. Vos cousins camerounais, là, c'est vraiment... Parce qu'on a été très très bien accueillis tout de suite. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays de l'hospitalité, comme ils le disent dans leur hymne national, c'est vrai. C'était les années où Fred Boigny, donc c'est une tranche de vie, voilà. C'est aussi là-bas que je rencontre pour la première fois la musique. Parce que notre voisine de quartier, c'était Nayanka Bell, une chanteuse ivoirienne. Ils habitaient à 200 mètres de chez nous. Et son père était gendarme. Et elle habitait chez ses parents. C'était une jeune fille, mais elle était déjà chanteuse. Hein, elle était déjà connue, elle passait à la télé et tout. Et puis elle habitait à côté. Donc c'est mon premier contact, disons, de loin. Parce que moi, j'étais ado, j'avais aucune idée de faire la musique. Joël, tu as accompagné des grandes stars de la musique internationale avant de commencer ta carrière solo. Quand on arrive à un haut niveau, on n'y arrive pas par hasard. Et tous ces gens, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup travaillé. Et c'est sur la première leçon que je retiens. Une personne comme Céline Dion, par exemple, c'est une très grande bosseuse. Ça, c'est clair. Je veux dire, il n'y a pas de secret. J'ai travaillé avec Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, c'est un bosseur, on répète des heures et tout ça. Donc c'est la première des choses, c'est que bon, moi j'ai peut-être eu la chance de commencer avec des gens qui étaient déjà des stars, disons. Donc j'avais un petit peu de recul et aussi le fait que, bon, j'aime souvent parler de mon père parce que c'est lui qui m'a vraiment donné confiance en me disant que tu es capable de tout faire et personne ne te dépasse. Donc j'ai toujours eu ce sentiment, disons. Ce qui fait que j'ai toujours privilégié le côté humain par rapport au fait que quelqu'un était une star. Et il y a des stars, par exemple, à qui moi je ne donne aucune valeur parce que humainement, ils sont tout à fait inintéressants. Je ne vais pas donner leur nom. Mais malheureusement, j'ai dû constater qu'on peut faire de la bonne musique et être même une grande star et être quelqu'un de méprisable même, disons. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Et je sais que, bon, par exemple, Carole Fredericks, à qui je veux rendre hommage, hein, qui nous a quittés, une très grande artiste aussi. Par exemple, Jean-Jacques Goldman, c'est quelqu'un qui nous servait le thé en studio. Et je dis non, vous travaillez, ne bougez pas, il a été nous faire du thé et tout ça. Et moi, c'est vraiment, pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est pas tellement qu'ils soient des stars, c'est que, est-ce que ce sont des humains intéressants? Et ça, c'est plutôt bien. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qui m'a ouvert des portes parce que je leur ai toujours donné le respect qui leur est dû. Mais en même temps, je n'étais pas la groupie en train de baver devant eux. Waouh, j'ai vu un tel. Mais je leur donne le respect de leur travail, de qui ils sont. J'ai rencontré par exemple une actrice qui joue dans Les Feux de l'amour. Moi, je ne connaissais pas Les Feux de l'amour, bizarrement. Alors ça surprend tout le monde, mais je n'ai jamais regardé ça. Parce que ce n'est pas mon truc, les séries sentimentales. Moi, j'aime que les séries de suspense, les thrillers, les polars et tout. Et on est devenus des grandes amies, justement, parce que comme moi, je ne connaissais pas la série, je ne suis pas arrivée, waouh, c'est elle, c'est la star et tout. Je lui ai parlé normalement. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, mais c'est une star, c'est une des actrices principales des Feux de l'amour. Je lui ai dit, ah bon? Et en fait, elle m'a appréciée parce que je lui ai parlé normalement, mais c'est parce que je ne savais pas qui elle était. Et du coup, on est devenus des amis. Je crois qu'elle vient à Paris, elle m'appelle, on se voit et tout. Et voilà, enfin, je ne sais pas, moi, j'ai toujours eu un bon contact, disons, avec les gens. Ça fait des années que j'accompagne Nicoletta, par exemple. Bon, c'est rigolo. Nicoletta, elle me dit « Ah, tu es de Douala, mais moi, j'ai chanté à Douala en 72. » C'est rigolo. Moi, j'étais gamine et je me retrouve sur une scène avec Nicoletta. Bon, j'ai rencontré plein d'artistes que j'ai connus dans mon enfance à travers les médias. J'ai fait un tournage avec Alain Delon. Ça fait drôle de voir Alain Delon alors qu'on regardait ses films au cinéma Le Voury. Voilà, Claude Brasseur, des personnes comme ça. C'est bien, mais c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est que ce soit des gens bien. Ce sont des difficultés en réalité de la vie qui m'ont poussé à chanter parce que j'ai eu envie de les exprimer d'une autre manière, en forme de thérapie. Voilà. Et là tu me donnes l'occasion de parler de quelque chose de particulier, puisque dans ton deuxième album, là, tu fais un hommage très appuyé
à, on va dire, les Noirs tels qu'on ne les connaît pas ou tels qu'on on les découvre aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité? Oui, aujourd'hui, je me tourne beaucoup plus vers les projets historiques parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes importantes dans l'histoire qui sont méconnues. Et on a besoin de les connaître parce qu'on a besoin de modèles, on a besoin de héros. C'est vrai. Et voilà, d'ailleurs, on a une collection qui s'appelle Mes nouveaux héros pour donner d'autres exemples aux enfants, surtout aux enfants de la communauté, aux enfants africains, pour qu'ils sachent que les Africains, ce n'est pas juste des gens qui vivaient de la chasse et de la cueillette, comme on nous dit. C'est des gens qui faisaient autre chose. Il y a eu des grands empires en Afrique longtemps avant que l'Europe même voilà, puisse même prendre conscience qu'ils sont des humains et qu'ils vivent. Il y avait déjà des royaumes voilà, structurés en Afrique. Et on a besoin de le dire un peu plus souvent pour que certains enfants ne s'imaginent pas qu'ils sont juste des parasites arrivés comme ça sur Terre pour vivre du savoir des autres. Ce n'est pas vrai. D'où voilà. cet album sur Hannibal Pouchkine. Sur Abraham Hannibal, oui, qui est venu du Cameroun, qui est né, ça ne s'appelait pas Cameroun, hein, en 1696, et qui s'est retrouvé en Russie par les vicissitudes de la vie. Il a été kidnappé, etc. Il se retrouve à la cour du tsar, Pierre Ier, et puis il devient un personnage très important en Russie, général en chef de l'armée impériale, etc. Et il est l'arrière-grand-père du poète russe Alexandre Pouchkine qui a inventé la littérature en langue russe. Parce qu'avant Pouchkine, la littérature était en français, l'élite utilisait le français et le russe était réservé au bas peuple. Et c'est lui qui a donné les lettres de noblesse à la langue russe. Donc deux personnages importants comme ça dans la même famille, et puis c'est quelqu'un qui vient de chez nous, donc ça me paraissait important de le partager au grand public, au lieu que ça reste dans les universités, voilà, entre les chercheurs. Et surtout de le chanter si admirablement. En chanson, je pense que ça passe mieux. Donc, en tant qu'auteur-compositeur, tu as collaboré aussi dans d'autres univers que uniquement la musique. Oui, oui, la musique de film. J'aime bien le cinéma. Alors du coup, j'ai eu une expérience intéressante que Jean-Pierre Bécolo m'avait proposée. Il faisait son film Les Séances. Je devais jouer dedans d'ailleurs, mais à cause de divergences d'agenda, ça n'a pas pu se faire. Et ça faisait des années qu'on parlait de faire un projet ensemble. Alors il dit, bon voilà, tu n'as pas pu encore jouer dans mon film cette fois-ci, comment on fait? Parce qu'on en a parlé depuis le complot d'Aristote. Et bon, ça n'avait jamais pu se faire. Et là, il me dit, voilà, moi j'ai fini le film, alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, ben écoute, est-ce que tu as déjà la musique? Il dit non. Donc je suis allé au studio où il faisait le montage, il commençait le montage, il n'avait pas de musique. Je lui dis, bon, moi je peux te proposer quelque chose, on va voir si ça peut aller. Donc j'avais cet album sur lequel je travaillais. Et je lui dis, bon, déjà vois s'il y a une ou deux chansons qui peuvent aller dans le film, pas donner une copie de pré-montage comme ça. Et il m'a dit, bon, on voit voilà, par rapport à des ambiances et tout. Donc alors j'ai fait une chanson, la chanson du générique aussi, notamment, le générique de fin du film, avec une fois que je m'étais imprégné de l'histoire. Bon, j'avais déjà eu le scénario, puisqu'il voulait que je joue dedans, mais c'est une autre histoire. Après, j'ai vu les images et donc j'ai fait les chansons en fonction de ça. Et puis, j'ai fait aussi une chanson pour un documentaire pour l'inauguration du musée du Quai Branly, quand ça venait d'être ouvert. Là, bon, il y avait eu un documentaire... Flûte oui, Plume secrète. C'était plutôt Plume secrète, oui. En fait. Oui, oui. Il y avait des gens d'une île... du Pacifique, oui, qui ont offert un cadeau à Jacques Chirac, ce qui était président à l'époque, hein, un totem qu'ils ont fabriqué et puis donc qui a été amené au Quai Branly. Donc il y avait un documentaire sur tout ça, la fabrication de l'objet jusqu'à son acheminement. Et donc il y avait des chansons. Et donc bon voilà, donc j'ai chanté une partie dans ce documentaire. Et ce qui est d'ailleurs drôle, l'anecdote, c'est que celui qui a fait la musique, c'est le fils de Lionel Jospin. Mais voilà, et moi j'ai chanté. Et donc oui, au théâtre aussi. Alors c'était une pièce de Cocteau, Le Bel Indifférent, que Cocteau avait écrite à l'époque pour Édith Piaf. Donc c'est une histoire de chanteuse, etc.
Donc il y avait une personne qui jouait dans la pièce et moi en fait, moi je fais la chanteuse, une espèce de personnage comme le narrateur, hein, on va dire ça, et en chanson. Donc j'ai fait des chansons pour ça. On avait joué ça au théâtre du Guichet Montparnasse. Mais j'ai fait beaucoup plus du doublage de voix. Par exemple, dans le dernier film de Clint Eastwood sur Mandela, hein, Invictus, je fais du doublage là-dedans. Et je fais des voix de pub, des choses comme ça. Ah, tu as une carrière multiculturelle, multidimensionnelle et le talent, il est indéniable. Joël, on t'a vu danseuse, chanteuse, comédienne, auteur-compositeur, et pourtant tes talents ne s'arrêtent pas là. Tu as fait de l'illustration et tu en as fait ton métier. Oui. Tu es également directrice de collection aux éditions Dagan. Voilà un autre pan de tes talents que tu exerces avec beaucoup de brio. Oui, je me suis retrouvée à devoir faire des livres que je ne trouvais pas en librairie. Voilà. Moi, je ne suis pas de ceux qui se lamentent quand les choses ne vont pas. Si je ne trouve pas mon compte, je me dis peut-être que je peux le faire moi-même. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans l'édition. Parce que quand on s'adresse à d'autres maisons qui n'ont peut-être pas les thématiques africaines ou afro-caribéennes, ils vont dire, bon, nous, on n'a pas de public pour ça, ou bien on a déjà un auteur africain, ou voilà. Et nous, on se dit, bon, voilà, les gens ont des choses à dire, il y a beaucoup de talent, que ce soit les illustrateurs, les écrivains, les gens ont vraiment des choses à dire. Et on ne peut pas les brider juste parce qu'il y a déjà un auteur africain dans une maison d'édition. Eux, ce qu'ils ont apporté est différent. Donc, voilà, on s'est dit, pourquoi pas faire nous-mêmes quelque chose. Parce qu'on a des choses à dire, on a des points de vue aussi hein, différents à faire valoir. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas justement avoir une bande dessinée sur une école africaine, autrement que sous l'angle... Les pauvres, ils ont un seul cahier à se partager à 25, des choses comme ça, quoi. Voilà. Une vie normale aussi, ça existe en Afrique. Et des romans sentimentaux, pourquoi pas. Les sentiments sont universels, c'est vrai. Mais il y a des codes culturels dans lesquels on peut se reconnaître ou pas. Et c'est important d'avoir un point de vue africain sur nous-mêmes aussi. On ne peut pas toujours laisser les autres parler de nous. Donc c'est un peu tout ça qui a motivé voilà, la création des éditions Dagan. Et justement, tu en parles si bien, la première bande dessinée Petit Josse que tu as faite raconte cette histoire telle que tu l'as vue toi de l'intérieur. Oui, ce sont mes souvenirs d'enfance. Bon, moi, on m'a souvent dit, oui, mais est-ce que c'est pas un peu fantasmé? Est-ce que c'est pas un peu idéalisé? Et je dis non, il y a beaucoup d'anciens élèves de cette école qui peuvent témoigner. C'est juste... mes souvenirs d'enfance que je raconte. Bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'être
d'être à l'école dans un village en terre battue. Voilà, il y a des gens qui vivent comme ça, il y a des gens qui vivent autrement. Je pense que tous les points de vue ont le droit d'exister, donc on peut aussi montrer ceux qui n'ont pas de problème, entre guillemets. Et en tant que directrice de collection, tu travailles aussi comme éditorialiste Oui. pour les éditions Dagan. Moi, je suis directrice de la collection Polar, Afro-Polar. Je suis une grande lectrice de polar et aussi j'aime aussi les films policiers. J'aime les enquêtes, le suspense et tout ça. Et donc, voilà, c'est moi qui j'ai donc pris en charge cette collection-là. Et je reçois les manuscrits, je fais le tri, je les lis, et puis ensuite, avis favorable ou non. Et voilà, après on publie. Et là, tu retrouves encore cette passion de la lecture que Oui. tu as eue depuis toute Oui. petite. Oui, je suis ravie que la lecture, je me retrouve à être payée pour lire, c'est magnifique. Alors que c'est un plaisir pour moi. Alors, là, il y a un événement très important qu'on a vu dans les médias ces dernières semaines, c'est la publication avec, ou moins la collaboration avec Samuel Eto'o sur cette BD qui raconte l'histoire de Samuel Eto'o. Alors, moi j'ai envie de savoir comment se fait la rencontre avec Samuel Eto'o pour travailler sur cette BD. Bon, Samuel Eto'o avait déjà lu ma première bande dessinée, Petit Jos. Petit Jos. Voilà. Donc, lui, il a une fondation qui fait des œuvres sociales et tout ça, surtout envers la jeunesse, envers les enfants. Donc, il voulait faire quelque chose aussi, communiquer avec eux d'une autre manière. Et moi, j'ai aussi une histoire familiale qui fait que le foot est très important dans ma famille. Et ma mère qui était très grande passionnée de foot. Donc je voulais aussi faire, mon frère est journaliste sportif. Donc je voulais faire quelque chose aussi autour de ça un peu. Et voilà, le hasard a fait que... il a eu cette envie aussi de faire ça pour sa fondation. Et comme il connaissait mon travail, et il m'avait vu à la télé aussi. Et donc il m'a contacté pour faire ce travail. Voilà, et j'étais très ravie parce que c'est quelqu'un de très ouvert, vraiment abordable et tout, très simple. Donc on a eu le contact, ça se fait très facilement. Tout de suite, dès le premier rendez-vous, on avait déjà pu jeter les bases du travail proprement dit, techniquement, artistiquement. Et puis ensuite, on s'est fait des séances de travail pendant 3 jours en Autriche. J'ai fait 13 heures d'enregistrement de son histoire. Et j'ai pris des notes aussi. Après, j'ai commencé à écrire le scénario, j'ai écrit les dialogues, le découpage de cases et tout ça. Et puis, j'ai commencé les croquis. Là, on a un premier tome, mais c'est un grand projet, c'est un challenge qui aboutirait à 9 tomes, j'ai pu comprendre. Oui, 9, bon, c'est son numéro au fétiche, son numéro de maillot. Donc, symboliquement, ça représente quelque chose d'important. Donc, 9 tomes, parce que c'est découpé en séquences, c'est-à-dire le premier tome s'arrête à ses 12 ans. Donc, à chaque fois, ça va être par tranche de vie. Bon, il y a aussi des tomes consacrés spécifiquement. Par exemple, il y a un tome uniquement sur les lions. Il y a un tome sur ses conseils techniques, ses techniques de jeu et tout ça. Voilà. Et puis, évidemment, sur la Russie, sur Anji. Enfin, en tout cas, c'est de sa naissance jusqu'à maintenant. Il se trouve que là, on a parlé de la bande dessinée, mais tes talents sont immenses puisque tu es aussi peintre. Oui. Oui, je peins, évidemment. Bon, j'ai fait une école, on apprend tout à l'école. On faisait de la sérigraphie, on faisait même de l'imprimerie avec les casses, les lettres en fonte à l'ancienne, là, en plomb et tout ça. Tu faisais de la reprographie, par exemple, le bandes repro, c'était manuel, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas des ordis à l'école et tout ça, tout se faisait à la main. On apprenait aussi les métiers du livre, reliure, dorure, etc., dessin à vue, modèle vivant, géométrie dans l'espace, anatomie.
Donc la peinture aussi, forcément. Après, c'est vrai que c'était assez large. Après, il faut trouver sa voie. Bon, la peinture semble le plus simple. Moi, comme je disais, je m'interdis rien. J'essaye. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'essaye. Je me dis, de toute façon, on ne peut pas savoir si on peut le faire, si on n'essaye pas. Et donc, je me suis retrouvée à faire des fresques. J'ai fait par exemple un mur chez quelqu'un, un mur peint, un paysage sur un mur. C'est la première fois que je faisais du monumental parce que bon, c'est d'autres contraintes techniques. Il faut monter sur une échelle, il faut apprécier les proportions et tout ça. Bon. Mais c'était un challenge et je suis contente de l'avoir fait. Et puis après, bon, j'avoue que j'explore pas beaucoup de techniques. J'ai surtout fait de la gouache. Après, maintenant, j'ai fait de l'acrylique aussi et maintenant, je travaille un peu l'aquarelle. Voilà, mais je travaille surtout sur commande, donc je ne fais pas tellement, par exemple, des expos, je ne fais pas de la production comme ça. C'est beaucoup sur commande. Je me demande comment tu arrives à tout faire, autant de choses en même temps. Il faut s'organiser, c'est de l'organisation, c'est tout. Mais je dis ça, mais en vérité, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Hein. Mais comme j'aime ce que je fais, je le fais. Ça doit être fait. Bon, ben, c'est tout. Hein. Il faut lire un manuscrit, on le lit. Après, s'il est approuvé, il faut faire des corrections, on les fait. C'est tout. Ce qu'on remarque surtout, tu parles si bien des différentes choses que tu fais, c'est la passion finalement avec laquelle tu fais tout ceci. C'est-à-dire qu'il y a cette expression de toi, de ta réalisation, au travers de tes rêves. Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis ravie quand je vois, je reçois un manuscrit qui me plaît. Je dis, waouh, j'espère que si ça me plaît, ça peut plaire aussi à d'autres personnes. Et je suis toujours ravie de voir des talents, surtout des talents de chez moi. Quand je vois, moi par exemple, je suis incapable d'écrire un roman. Je n'ai pas du tout ce talent-là. Mais j'aime lire les romans. Donc, moi, je ne fais pas de fiction. Je n'écris que sur la réalité. J'ai pas du tout d'imagination, c'est triste, mais c'est comme ça. Petit Josse, par exemple, c'est des souvenirs. Eto, ben, c'est l'histoire de Samuel, ainsi de suite. Après, mais j'aime la fiction, j'aime lire la fiction. Et quand je lis un beau roman, un beau manuscrit, ça me rend heureuse. Donc je suis contente de recevoir beaucoup de manuscrits. On reçoit beaucoup de manuscrits de Camerounais d'ailleurs, donc je suis fière de mon pays parce qu'on a beaucoup de talents, hein. Beaucoup d'auteurs camerounais, c'est étrange, on en reçoit énormément et des bons manuscrits en plus. Bon, malheureusement, on ne peut pas publier tous les manuscrits, il faut aussi, c'est des moyens aussi de publier des livres. Donc il faut avoir de la trésorerie, c'est pas évident. Maintenant, c'est vrai que les romans reviennent moins chers à publier parce qu'il n'y a pas d'image et tout ça, donc c'est du noir, ça va. Il n'y a que la couverture. Maintenant, on est content de faire des livres... de faire des beaux livres, parce qu'on y tient, hein. On fait des beaux livres bien faits, cartonnés, etc. Mais on ne peut pas se contenter de faire des livres en France ou en Europe. Il faut aussi travailler avec l'Afrique et en Afrique. Et c'est notre but finalement, puisque notre ligne éditoriale, c'est Afrique et monde noir en général. Bon, malheureusement, j'aimerais bien qu'on puisse distribuer les livres au Cameroun. C'est pas du tout évident d'avoir les bons interlocuteurs, d'entrer dans le circuit du livre là-bas, notamment auprès par exemple, des scolaires. Nous, on a pas mal de livres pour enfants, des livres jeunesse au niveau du primaire. Et vraiment, bon, j'ai pu rencontrer la ministre de la Culture il y a quelques années pour pouvoir... introduire les livres là-bas. Bon, ça n'a pas été facile. C'est vrai que ce n'est pas elle qui est directement concernée, peut-être, c'est le ministère de l'Éducation de base. Mais vraiment, moi, je lance un appel si quelqu'un peut nous aider dans ce sens-là, parce qu'on a le contenu, on a les produits, et maintenant, il faut qu'on rencontre notre public local, le public du continent, parce que c'est vers eux en réalité que c'est destiné, c'est pas vers les autres.